vendredi 20h50. Bonsoir. Gianni Versace a été assassiné à Miami. Le célèbre couturier italien qui a habillé les plus grandes stars de la planète rentrait chez lui dans un café du quartier très huppé de Miami Beach. Au moment où il allait pousser la porte de sa somptueuse villa, un jeune homme s'est approché de lui et lui a tiré 2 balles dans la nuque. Les secours n'ont rien pu faire pour sauver le célèbre couturier italien. Les communiqués de condoléances arrivent de toute la planète et sont signés des noms les plus connus: Stallone, Claudia Schiffer, la princesse Diana, Boy George ou encore Elton John. Bref, tout le Gotha du monde est sous le choc de cet assassinat. Il faut dire que Versace représentait plus qu'un couturier et il se prenait même parfois pour le roi du monde. Vincent Perrault. Versace, c'est avant tout une affaire de famille. Quand il crée sa marque en 1972, le couturier fait tout de suite appel à son frère et à sa sœur. Santo, l'aîné, s'occupe des finances, Donatella, sa sœur, est vice-présidente. À la tête d'un empire réalisant 4,5 milliards de chiffre d'affaires, Gianni Versace, qui n'est pas né dans la soie, s'était offert cette superbe propriété située dans un quartier très cossu de Miami Beach, à quelques encablures de chez Madonna. Une somptueuse propriété qui avait coûté près de 30 millions de francs. En mars 1978, c'est le tournant. Gianni Versace présente sa première collection pour femmes. Sa carrière explose. Très vite, la maison Versace se diversifie. Foulards, maroquinerie et parfums. L'empire grossit, Versace s'enrichit, mais son coup de génie, c'est l'invention de la haute couture à plusieurs étages. Mais son succès agace et l'immensité de sa fortune surprend. Il y a quelque temps, un journal anglais y faisait une pesante allusion. Versace aurait des liens avec la mafia. Le couturier italien se défend et obtient réparation avec près de 750 000 francs. Victime d'une banale agression ou victime de ses mauvaises fréquentations, les circonstances de sa mort n'ont pas pour l'instant été élucidées. Thank you. Grazie. I love you. En Espagne, nouvelle manifestation fleuve contre l'ETA. Des centaines de milliers de personnes sont encore descendues dans les rues à Madrid, Séville, Saragosse, Algorta ou encore Hermua, la ville natale de l'élu qui a été assassiné par les séparatistes basques. En Algérie, le président Zerwal donne un signe d'apaisement aux islamistes. Abbassi Madani, le chef historique du FIS, qui avait été condamné à 12 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, a été remis en liberté conditionnelle. Un geste salué par le Front islamique du salut, toujours interdit en Algérie. Mais cela ne signifie pas la fin des violences, d'autant que le FIS n'est plus le seul maître de la mouvance islamiste en Algérie. Laurent Delhomme. Alger en 91, des foules immenses électrisées par le FIS alors tout-puissant. Ces deux chefs charismatiques se partagent les rôles, la modération pour l'aîné, l'habile politique Madani, le radicalisme pour le jeune prédicateur enflammé Belhadj. Aujourd'hui, après 6 ans de détention, le chef historique Abbassi Madani est donc libéré, mais dans un paysage politique bouleversé. Le FIS dissous, sa structure militante démantelée, le parti d'Abbassi Madani appartient quasiment au passé. Une semaine après la libération du numéro 3, Abdelkader Hachani, la plupart des cadres du FIS sont toujours derrière les barreaux. Dans les prisons, il resterait plus d'une centaine de membres du FIS détenus sans procès. Le numéro 2, Ali Belhadj, lui, est gardé au secret. Ceux qui ont échappé à la répression sont en exil, bien souvent divisés. Les autres sont entrés dans la clandestinité. Les plus radicaux ont rejoint les maquis islamistes de l'AIS ou des GIA. Interdit par la loi, le FIS est désormais concurrencé sur le plan électoral. Le vote islamiste se partage aujourd'hui entre 2 partis légaux, le MSP du Cheikh Narna et l'ENADA, 2 formations représentées au Parlement et qui mettent un peu plus hors jeu le parti dissous d'Abbassi Madani. Reprise des combats au Congo-Brazzaville. Pourtant, les belligérants avaient conclu un nouveau cessez-le-feu, mais dans la soirée, les partisans de l'actuel président et ceux de l'ancien ont recommencé à se battre au calme. L'Europe ne veut pas entendre parler de la fusion entre Boeing et McDonnell, en tout cas pas comme les 2 constructeurs américains veulent la faire. Il faut dire que Boeing plus McDonnell, c'est 7 avions sur 10 construits dans le monde. Bruxelles a donc peur que le géant de l'aéronautique n'étouffe Airbus Industries. Olivier Piton. Prévisible après l'avis négatif rendu il y a 10 jours par les experts européens, le couperet est tombé. La Commission européenne refuse d'entériner en l'état la fusion entre Boeing et McDonnell Douglas. Les commissaires affirment que les préoccupations légitimes concernant la concurrence ne sont pas prises en compte. Leader sur le marché des avions commerciaux de plus de 100 places, Boeing aurait en effet possédé 84% du marché après fusion. Beaucoup trop pour les Européens qui ont donc dit non. Comme à son habitude, l'Union européenne n'est pas allée souder à la bataille. C'est Romano Prodi, le Premier ministre
italien qui a refusé de suivre l'avis des experts européens, comme par hasard après que Bruxelles eut refusé la recapitalisation d'Alitalia. Et voilà qu'aujourd'hui, Bruxelles cède aux Italiens quelques heures avant d'annoncer le refus de la fusion Boeing-McDonnell. Dans la bataille qui fait rage entre Boeing et Airbus pour la maîtrise du marché européen, l'Europe a certainement gagné celle du cynisme, car le jour où, au nom de la concurrence, Boeing se voit refuser sa fusion, l'Europe permet à une compagnie aérienne, Alitalia, de bénéficier d'une aide de l'État pour 9 milliards de francs. Voilà qui risque de faire grincer des dents en Amérique. Attention sur les routes. Au mois de mai, les accidents ont fait 673 morts. C'est beaucoup plus que l'an dernier. Et surtout, ce qui inquiète la sécurité routière, c'est qu'apparemment, les Français sont moins vigilants au volant. Il faut faire particulièrement attention sur les trajets les plus habituels. 2 tiers des accidents ont lieu dans un périmètre de 15 km autour du domicile. Il doit y avoir beaucoup de bacheliers qui font la fête cette nuit. 3/4 des candidats au baccalauréat ont été reçus. C'est un petit peu mieux que l'an dernier, mais surtout, on constate un rééquilibrage entre les différentes filières au profit des bacs technologiques et professionnels. Le reportage de Jean-Marc Nadeau. Au premier rang pour ce millésime 97, l'Académie de Toulouse, la seule à dépasser 80% d'admis au bac dit général. Deuxième Grenoble, troisième Strasbourg. La lanterne rouge revient cette année à l'Académie de Créteil. Toutes options confondues, le taux moyen de réussite s'établit donc à 77,1%. Seul le bac technologique accuse une légère régression, mais le maître mot cette année, c'est le rééquilibrage. En clair, on trouve désormais de très bons élèves dans toutes les filières et plus seulement en S. Les littéraires, les lycéens économiques et sociaux ont bien réussi leur bac cette année, aussi bien que les scientifiques. Et pourraient mieux faire ? Alors, pourrait mieux faire, interrogation. Dans le baccalauréat technologique, le baccalauréat professionnel, la réussite des filières industrielles pose question, est un peu faible. Et la réussite des filières tertiaires, du coup, devient plus élevée que la réussite dans les filières industrielles. Et il peut y avoir là un facteur de déséquilibre. Ah, c'est fini, c'est pas eu, plus rien. Au total, la France compte 467 000 nouveaux bacheliers, soit 3 000 de plus que l'an dernier, malgré un nombre inférieur de candidats. Enfin, ceux qui ont échoué ne doivent pas désespérer, les taux de réussite étant à la hausse, y compris chez les redoublants. Le préfet du Var, Jean-Charles Marchiani, devrait être nommé secrétaire général de la zone de défense de Paris chargé du risque écologique, en Conseil des ministres, dans la journée donc. Les socialistes n'en voulaient plus après ces prises de position parfois proches du Front National dans l'affaire de Château-Vallon. Mais ce fidèle de Charles Pasqua a obtenu ce poste pour les services rendus à la France, notamment dans la libération des otages de l'Airbus à Marignane. Les sports, cette fois, le Tour de France a un favori, Jan Ullrich. Le jeune Allemand de 23 ans a enlevé la 10e étape en Andorre avec une avance conséquente sur ses rivaux, Virenque, Pantani et Ries. Il endosse le maillot jaune et compte maintenant près de 3 minutes d'avance sur Richard Virenque au général. Jean-Pierre Ferret. On a sans doute assisté aujourd'hui à une passation de pouvoir, une transition entre 2 générations. Dès la 2e étape de montagne, l'Allemand Jan Ullrich s'impose et prend le maillot jaune. Âgé de 23 ans, cet ancien champion du monde amateur avait fait sensation l'an dernier en se hissant à la 2e place du Tour 96, juste derrière son équipier de la Télécom, Bjarne Ries. Depuis le départ de cette 84e édition, Ullrich était le leader virtuel de la formation allemande. Équipier modèle, il n'a pas osé attaquer hier, mais aujourd'hui, il a pris sa revanche. L'Allemand a porté son attaque dans la dernière difficulté, l'ascension vers Andorre, classée hors catégorie. Impressionnant de facilité, il a rapidement creusé l'écart, s'offrant plus d'1 minute d'avance sur 2 purs grimpeurs, l'Italien Marco Pantani et le Français Richard Virenque. Le Varois est l'autre héros de la journée. Il prend la 3e place de l'étape, s'installe à la 2e du général et endosse le maillot de meilleur grimpeur. L'offensive d'Ullrich a fait de nombreux dégâts. Parmi les grands battus, le tenant du titre, Bjarne Ries, à 3 minutes 23, mais également Olano. Côté français, Laurent Jalabert, victime d'une nouvelle défaillance, concède plus de 17 minutes. Et les 178 rescapés du Tour vont quitter les Pyrénées dans la journée. 192 km entre Andorre et Perpignan. Une confirmation, David Ginola quitte Newcastle pour Tottenham. L'ailier français a signé pour 4 ans un contrat de près de 20 millions de francs. Belle performance du Français Eric Sreiki qui reste champion du monde à l'épée. Dans l'après-midi, en Afrique du Sud, il a battu le Russe Kolobkov.
On termine avec la première prestation du président américain au cinéma. Bill Clinton va apparaître dans le dernier film de Zemeckis sur les extraterrestres. Seulement, le président américain n'est pas content du tout. Le réalisateur a utilisé les images d'une vieille conférence de presse sans demander l'accord de la Maison-Blanche. Catherine Verger. 1994, lors d'une conférence de presse, Bill Clinton appelle le peuple américain au calme après un incident avec l'Irak. 1997, les propos du président américain sont détournés pour les besoins d'un film sur les extraterrestres. La Maison-Blanche a découvert le poteau rose la semaine dernière, alors que le film s'apprête à sortir sur tous les écrans de cinéma américains. La présidence a donc envoyé une lettre de protestation aux producteurs du film. Le détournement de l'image du président à des fins lucratives est moralement inacceptable. On aurait quand même pu nous demander notre avis, a commenté le porte-parole de Bill Clinton. Le réalisateur du film, Robert Zemeckis, qui avait déjà signé le film Forrest Gump en utilisant l'image du président Kennedy, dédramatise. Ce n'est pas parce que Bill Clinton fait une apparition dans un film à gros budget qu'on remet en cause le prestige de sa fonction. Le but de cette scène était tout simplement de rendre crédible l'histoire. Bill Clinton n'a pas encore vu Contact, dont le rôle-titre est interprété par l'actrice Judy Foster, mais il a l'intention de regarder la cassette que le producteur lui a envoyée. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir suivi ce journal et très bonne nuit à toutes et à tous. Catherine, vous faites quoi là cet été ?